Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube Mon Axis Mundi, une chaîne dédiée au thème de l'alignement. Comment trouver son axe dans notre monde en pleine mutation. Aujourd'hui, je reçois Caroline Ego-Buru, une thérapeute spécialisée dans les intolérances alimentaires. Elle nous relate son expérience dans ce domaine innovant et les liens qu'elle a mis en évidence entre l'hypersensibilité et les intolérances alimentaires. Elle nous expliquera sa vision concernant les intolérances au blé, au gluten et aux produits laitiers. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et si vous appréciez ces rencontres, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci et belle écoute. Alors Caroline, bonjour et merci de répondre à mon invitation. Je suis très heureuse de te retrouver sur cet espace de rencontre. Et nous nous sommes rencontrés il y a quelques années déjà. J'avais été très, comment dirais-je, impressionnée par le contexte de notre rencontre, puisque j'étais venue te voir pour des intolérances alimentaires. Et comme je souffrais de ça depuis toute petite, on m'avait donné ton nom. Voilà, donc je t'avais consulté dans ce cadre-là. Tu m'as mis un casque sur les oreilles, je me suis allongée et tu m'as révélé un certain nombre de choses sur ces fameuses intolérances. Tu as fait des liens que j'aurais jamais fait et tu m'as permis de repartir avec une autre vision des liens entre l'alimentation et ma sensibilité particulière, ma façon particulière de percevoir la vie, le quotidien et mes relations avec les uns et les autres. Voilà, donc je trouvais que c'était très intéressant de t'interroger là-dessus et de faire connaître à un nombre plus grand cette approche. Apparemment, tu l'as découverte un peu de façon empirique. C'est ça. Et c'était depuis la naissance de ta fille? Oui, ma fille est née en 2004, donc on va dire, voilà, on va situer à peu près ces années-là, ou disons l'année suivant sa naissance. En fait, c'est une enfant qui est née euh, avec, on va dire, tellement d'intolérance alimentaire qu'à part le riz blanc mixé, rien ne tenait. Je peux aussi préciser que moi-même, de naissance, j'avais des soucis probablement lié à l'alimentation. Ça, c'est au fil de mon parcours de santé moi-même. Enfin, j'étais asthmatique avec beaucoup d'eczéma, à tel point qu'il y a peu de photos bébé chez mes parents parce que il y avait tellement d'eczéma, c'était pas possible d'être prise en photo. C'était assez spectaculaire. Mm. À l'adolescence, il y a eu en plus des crises de spasmophilie. Et voilà. Et déjà, pour me soigner, j'avais été sensibilisée sur la question de l'alimentation et en pratiquant l'éviction de certains produits, notamment en particulier les produits laitiers, sur les conseils d'un homéopathe, j'ai commencé à aller mieux. Donc déjà, enfin, mon parcours avait quand même commencé le lien Mm. entre alimentation et Mm. certains états de santé. J'avais pris aussi conscience du lien entre alimentation et état de fatigue, problèmes de sommeil, Oui. parfois des douleurs articulaires, outre l'asthme et l'eczéma. Voilà. Et la naissance de ma fille, alors là, j'ai découvert qu'on pouvait être intolérant à tout un tas de choses. Et alors, pour résumer, sur les conseils de sa pédiatre de l'époque, je me suis formée à la kinésiologie. J'ai complété par d'autres approches et plus ou moins par désespoir vers ces 2 ans, parce qu'aucune des méthodes traditionnelles parallèles ne fonctionnait durablement sur elle. Tu avais Euh, essayé quelle méthode? alors des méthodes qui sont très très bien, hein. La méthode qui s'appelait NAET à l'époque, en fait, ça ne tenait pas. La kinésiologie aussi, ça fonctionnait 1 ou 2 semaines et ça ne tenait pas. Et en plus, il fallait que les séances soient très fréquentes. Euh, et alors à l'époque, on ne disait pas que la personne, le sujet était hypersensible. Enfin, on parlait de parfois un peu atypique ou bizarre. Oh, bah, sur elle, ça fonctionne pas. Voilà. Hein, mais je Mm. tiens à préciser que ce sont des méthodes valables et qui fonctionnent sur beaucoup de personnes.
Et Mmh. probablement que Jasmine fait partie, on va dire, d'une part de la population particulièrement sensible, hein. Voilà, depuis, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes et même d'adultes, j'ai découvert qu'en fait, j'étais probablement comme elle, et elle, en exagérant les symptômes, en fait, m'avait permis d'ouvrir la voie à bien d'autres personnes. Et donc, mettre au point de fil en aiguille une méthode qui, en assez peu de séances, euh, on va dire, permet de libérer des intolérances alimentaires, des hypersensibilités environnementales. Euh, ça peut être très, très rapide aussi si la personne a déjà travaillé sur elle. Mmh. Et le deuxième effet, c'est que sur les personnes sur qui d'autres méthodes plus connues ne tiennent pas, on va dire, Mmh. euh, ça a l'air de tenir. Voilà, Mmh. ça paraît tenir. Et pourquoi? Parce que j'ai fait un lien. Je me suis dit, pour que ça tienne, si ça tient, je me suis dit, la méthode est valable, mais il faut quelque chose en plus. Et puis voilà. Euh, Et cette chose en plus, je me suis dit, il faut travailler sur la causalité. Voilà. Il faut mettre du sens et que les cellules entendent ce sens-là. Euh, Mmh. et en fait, c'est tout simple. C'est cela ces liens dont tu parlais tout à l'heure en introduisant notre entretien, c'est ce lien, en fait, Mmh. qui est la clé. Et ce que je voudrais transmettre comme message, c'est oui, certes, venez me consulter si le cœur vous en dit, mais aussi et surtout, euh, on peut, on peut se libérer de ces symptômes très handicapants. Je suis persuadée que par d'autres approches, ne serait-ce qu'en faisant le lien, en mettant du sens, Mmh. euh, moi-même, j'ai vu qu'en prenant soin de moi, en fait, j'ai presque 20 ans de psychanalyse avant la naissance de ma fille, j'ai voilà, je travaillais beaucoup sur moi et c'est vrai que je voyais que ma santé s'améliorait et ma manière de digérer, respirer, la peau, tout allait de mieux en mieux parce que probablement que voilà, mais c'était des liens s'établissaient et du sens, et c'était bon pour ma santé, voilà. Mais par contre, j'en étais pas 100% consciente, voilà. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus ciblé. Mmh. Par exemple, le blé, l'argent, voilà, ça peut être un exemple concret. C'est pas par cet exemple que j'ai commencé, Ouais. mais voilà, en argot, le blé, c'est Ouais. l'argent et Et alors, par exemple, pour voilà. le blé, l'argent, qu'est-ce que tu conseillerais de faire comme cheminement, on va dire, cognitif pour les personnes qui sont intolérantes au blé ou au gluten? Alors, enfin, outre me consulter, bien sûr, il y a probablement un questionnement, alors, soit sur la place de l'argent dans la vie de la personne, ça peut être une place qui est stressante, qui n'est pas évidente. Mhm. Et puis de creuser, parce que souvent on a un angle mort avec soi-même, avec son Mhm. thérapeute, sur des peurs, des non-autorisations, hein. Parfois c'est bah, papa et maman étaient pauvres, est-ce que j'ai le droit d'être riche? Parfois ce sont des choses plus mystérieuses, on peut découvrir un secret de famille, ce qui a été mon cas, un arrière-grand-père décédé comme par hasard un mois après le gros crash de 1929, d'une crise cardiaque. Et puis en creusant, j'ai découvert que c'était autre chose, bon, qui est bien tabou, voilà. Et on a tous des petites choses dans les placards à ce sujet-là. Ça peut être une succession, un héritage qui ne s'est pas passé normalement. Et ça peut être, chez les personnes hypersensibles en particulier, euh, des questionnements sur leurs valeurs. Voilà. Mhm. Ouais. Et du coup, là, on est dans quelque chose de plus métaphysique. Euh, Mhm. Certains diront spirituel, ou Mhm. voilà. Mais c'est la question du sens. Voilà. Hein. Euh, donc voilà, pour résumer, hein, pour simplifier, pour me faire comprendre, Mhm. soit c'est la question de l'argent de manière anecdotique dans notre vécu personnel ou sur le plan transgénérationnel.
ou encore sur le plan de la symbolique, du métaphysique. Est-ce que, voilà, c'est ma valeur, mes valeurs. Il peut aussi y avoir la question, alors je le vois chez des très jeunes aujourd'hui, du stress par rapport à la place de l'argent dans notre société. Des gens particulièrement peu matérialistes ou choqués ou qui ne se sentent pas en accord, ou en décalage, qui les stresse beaucoup. Voilà, et l'idée, c'est de mettre un juste milieu qui, tout en étant fidèles à leurs valeurs, qu'ils apaisent ce lien, voilà, avec cet argent, comment il circule autour d'eux, ce blé, comme on dit. Voilà. C'est pas ce avec quoi j'ai commencé, mais je trouve que c'est l'exemple le plus parlant. Et puis, il y a de plus en plus de problèmes de digestibilité, d'intolérance, voilà. Je me permets de préciser à titre professionnel que le blé, c'est une question particulière parce qu'il a été particulièrement hybridé. Ah oui. Et il convient aussi voilà, de choisir un blé de bonne qualité. Et il peut y avoir de l'intolérance sur le plan, on va dire, mécanique. Et il ne faut pas se passer de consultation médicale ou de spécialistes ou de certaines analyses pour, pourquoi pas, aller par exemple vers l'épaule qui a une molécule de cutane qui est beaucoup plus courte. Voilà, il y a cette question-là aussi mécanique, et puis modérer la consommation. Mais le but de ma pratique, justement, est d'améliorer l'adaptabilité voilà, de l'organisme sensible. Mais ne négligez pas, j'ai envie de dire ça. Gardons les pieds sur terre, il ne faut pas négliger non plus les aspects. Un blé de mauvaise qualité, et ça je l'ai vu en consultation, sera mal digéré ou aura des répercussions parfois assez spectaculaires. C'est pas des éternuements, le nez qui coule dans l'heure qui suit, quand le pain a été acheté ou les pâtes enfin voilà, c'est pas la même marque, c'est une farine d'une autre origine. Voilà. Je digresse un peu par rapport à ma méthode, mais c'est important parce que je me permets de tester et puis d'informer, d'être pédagogue sur ce point-là aussi dans mes consultations. Voilà. Voilà pour ce qui est du blé. Mais j'avais commencé, sans être trop longue, sur l'amande. Alors vous me direz, pour l'alimentation d'un bébé, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, les laits de vache ne passaient tellement pas. Dans le cas de ma fille, on a essayé plusieurs laits de substitution, notamment des laits d'amande, sur le conseil de la pédiatre. Voilà, voilà, parce que ça peut vraiment paraître étrange, et parce qu'il faut du calcium, etc. Et puis évidemment, ça passait pas. Oui. Et là, j'ai eu une sorte de flash d'illumination. J'avais dans ma bibliothèque un dictionnaire des symboles qui datait de mes études en école d'architecture. Le dictionnaire de symboles que tout le monde connaît, qu'on trouve partout. Et j'ai ouvert au mot amande. Et la symbolique me parlait dans le cas de ma fille. Enfin, j'avais eu du mal à la concevoir. Et l'amande, enfin, c'était une forme de mandorle. C'est un symbole. Depuis la nuit des temps, paraît-il, on retrouve cette forme d'amande gravée dans certains mégalithes près de chez moi en Bretagne. C'est ce qu'ils appellent la déesse. Les archéologues, voilà, c'est une forme d'amande où la déesse est représentée notamment à la table des marchands, près de chez moi. Et puis dans la symbolique chrétienne, judéo-chrétienne, le Christ est représenté aussi dans une mandorle. Dans d'autres cultures, mythologie grecque, c'est aussi la même symbolique. Et j'ai juste mis en conscience, on va dire, ces difficultés de parcours pour la fécondité. Elle-même étant une fille, voilà, je lui en ai parlé. Je lui ai dit qu'elle avait un grand pouvoir créateur, créatif. Et voilà, puis il se trouve que ça fonctionnait.
Super. Voilà, Ouais. voilà, en combinant en fait des points on va dire on va dire l'activation de points d'acupuncture, hein, sans aiguille, Mmh. et la mise en Mmh. conscience. Voilà, Mmh. et que ça apporte beaucoup. Voilà. Mmh. D'accord. Donc là, il s'agit de mémoire cellulaire, c'est ça? C'est bien ça, Liliane. Bah, l'idée, de toute façon, c'est ce qu'on appelle le principe de résonance. En fait, c'est le mot que j'emploie de plus en plus. La résonance, c'est quoi? C'est quand une information dans un corps, dans un système, est là, et elle est comme en miroir, en écho, on va dire, avec une autre information. Mmh. La même information qui est à l'extérieur de ce système, ben, euh, on va prendre l'information qui est dans l'inconscient de la personne. Mon Dieu, c'est mal de gagner de l'argent. Et ben, le blé à l'extérieur, la baguette qu'elle va acheter le matin ou les pâtes qu'elle va se faire pour se réconforter en plus. Voilà, les deux informations en fait rentrent en résonance et forment comme un écho, hein. D'accord. Ouais. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent ça, le principe de résonance avec deux diapasons, un sur une résonance, par exemple du 440. On le met en résonance, on met un autre diapason sans le faire bouger à côté. Il se met spontanément, le deuxième se met spontanément en Mmh. résonance. Voilà. Mmh. Mais en fait, c'est valable pour nos cellules, c'est valable pour nous, Mmh. c'est valable pour tout ce qui vit. C'est le Mmh. principe de résonance aussi qui va faire qu'un verre va éclater avec une certaine note de musique et pas une autre, très précisément. Mmh. Et c'est pas une question de volume, hein, c'est une question d'information, de Mmh. ce qu'on appelle la fréquence de résonance précise. Voilà. Oui, ça m'avait Et impressionné d'ailleurs parce que quand tu m'avais mis ce casque sur les oreilles, en fait, j'entendais très peu, quasiment pas, mais ça agit quand même. c'est de l'information, en fait. Oui. Mmh. Ce n'est pas de... C'est là où ma pratique a évolué. On va dire, j'ai commencé d'une manière, on va dire, énergétique. Je me suis inspirée, on va dire, de mon background psychanalytique, Mmh. psychologique, kinésiologie, médecine chinoise, voilà. J'ai ajouté ce qu'on appelle le sens, le lien, mais j'ai dû aller plus loin, en fait, par curiosité, par ouverture d'esprit, parce que bon, c'était l'époque, enfin, allez, maintenant, on va se situer vers les années 2006, 2007, 2008, où on parlait beaucoup de thérapie quantique, de médecine quantique. Aujourd'hui, je suis plus prudente dans mon vocabulaire, je dirais plutôt de philosophie quantique, ou de conscience Mmh. quantique. Mmh. Voilà, ce sont des phénomènes biologiques, énergétiques, voilà, qui rentrent en jeu. Mais on va dire qu'il y a un autre regard, un peu comme il y a eu une révolution quand Galilée, on va dire, a prôné que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Il y a une vraie révolution philosophique. Ça a entraîné une révolution philosophique à cette époque-là. Et puis pour moi, les Lumières viennent de là après, hein, sur le plan philosophique. Et il y a une nouvelle révolution en cours euh, qui est philosophique, métaphysique, voire spirituelle, à savoir que nous sommes tout est de double nature. C'est, Mmh. tu sais, les formes de Jung, hein, euh, les gens peuvent aussi aller chercher. En gros, c'est que tout est à la fois onde et matière. Voilà. Les physiciens, ils disent Ouais. onde et corpuscule. On va être concret. Et c'est pour ça que, gardant les pieds sur terre, nous ne sommes pas que ondes, nous sommes corps, donc bonne hygiène de vie, exercice physique, essayer de pas faire de malbouffe, essayer de sentir les aliments qui nous fatiguent et ceux qui ne nous fatiguent pas. Mais il y a aussi le côté ondulatoire, onde, et là on est sur de l'information, et quand un Mmh. aliment ou un pollen ou une poussière ou un acarien nous fait surréagir, heu Mmh. travailler sur le plan ondulatoire, c'est-à-dire sur le sens, et du coup, Mmh. comment ça va faire vibrer ou dysfonctionner nos cellules,
Oui, c'est plein de sens et il y a des tas d'outils maintenant aujourd'hui. Alors moi comme j'ai un background d'architecte et que j'avais été sensibilisée à la question de la résonance des matériaux, ça a Ah, été un petit peu naturel. Un jour, je suis allée à une résonance à Paris, enfin à une conférence qui résonnait, je n'employais pas ce mot-là à l'époque et j'étais complètement fascinée. C'était à l'époque où je tâtonnais, j'étais pas totalement consciente que j'inventais entre guillemets quelque chose et j'ai fait connaissance avec ces outils qu'on a dit de biorésonance. Certains sont utilisés, hein, par des naturopathes. mm, En Suisse, ils sont beaucoup plus popularisés. Il y a des cabinets de biorésonance qui ont pignon sur rue, enfin, je l'ai vu, mm, même dans certaines cliniques. Bon, en France, c'est plus confidentiel. Nous avons le droit d'utiliser à titre expérimental, hein, ou complémentaire. Et moi, je suis bluffée. Comme une information qui est codée, enfin, dans le mm, cas de ce que j'utilise, c'est du son, mm, fréquence, voilà, et qui va, en posant l'intention que les cellules ciblées ou les fonctions ciblées dans le corps du patient rentrent en fait, rentrent en connexion avec une information qu'ils auraient perdue ou bien fonctionné, et en même temps par la parole ou la prise de conscience, mettre en lumière la causalité. La lumière, on va dire, c'est toutes les fréquences réunies. Mais ça marche, ça fonctionne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le processus va très vite. Parce qu'en fait, mm. c'est relativement rapide euh, de, de se libérer, d'être en bonne santé, de pouvoir manger ce qu'on veut. Ouais, Euh, c'est chouette. Alors justement, pour revenir un peu à un sujet à la mode, je ne sais même pas si c'est à la mode puisque ça commence à faire très longtemps maintenant, du gluten, hein, puisqu'on trouve des Très produits bien. sans gluten dans les supermarchés. Les médecins prescrivent de plus en plus des examens pour vérifier effectivement si les patients sont atteints de maladie cœliaque, qui apparemment peut survenir sur le tard, alors que moi j'avais appris dans mes études de naturopathie que c'était en général de naissance, hein, mais mes études de naturopathie remontent à il y a 20 ans. Et mon enseignant, qui était Alain Rousseau, disait que lui, dans sa jeunesse en tant que praticien, prescrivait des monodiètes au gluten et que ça fonctionnait très bien. Donc, on est arrivé à une évolution comment dirais-je, de pratiques, même en naturopathie, qui sont surprenantes puisque la plupart des personnes qui sont intolérantes au gluten vont dire qu'elles en ont mangé dans leur enfance, dans leur jeunesse, et puis un beau jour, elles ont découvert qu'en fait, elles étaient intolérantes. Alors, la question du gluten, elle est complexe parce qu'il y a plusieurs gluten déjà. C'est très intéressant. Alors, moi, dans ce que j'observe, mais je précise, hein, je ne suis pas médecin, je ne prescris pas de, d'analyse, hein, excusez-moi, excusez-moi de chercher mes mots. Euh, mais concrètement, en tout cas, les gens qui viennent vers moi, ils se sont demandé, et à juste titre, s'ils avaient la maladie cœliaque ou pas. La plupart du temps, ils l'ont pas. La maladie cœliaque est un peu plus rare qu'on ne le pense. Quand elle est là, il faut prendre ça très au sérieux, être suivi par un médecin. Voilà, on ne rigole pas avec ça. Éventuellement, avec des approches complémentaires, y compris la mienne, on peut améliorer beaucoup de choses. Mais mon expertise, ça va être euh, cette sensation, cette impression de ne absolument pas digérer le gluten, ce qui était probablement mon cas quand j'étais jeune, où je parlais de spasmophilie tout à l'heure. Enfin, je souffrais de spasmophilie. Je pense que les médecins me pensaient un peu hystérique, hein, c'était dans les années 80. Euh, j'ai pu remarquer, grâce au conseil d'un médecin homéopathe que j'avais consulté dans les années 90, que l'association euh, produits laitiers et, on va dire, gluten, blé, me provoquait dans la demi-heure. Je pouvais passer la nuit avoir des maux de ventre. Donc, j'avais remarqué que j'étais mieux, voilà, sans gluten. Et, euh, et puis, j'avais ce cas-là aussi sur ma fille dont on a parlé tout à l'heure. Alors, comment je travaille sur le gluten?
Moi, j'essaie d'aider les personnes à vivre sans éviction. Euh, Hmm. voilà, moi, je Hmm. trouve que c'est très intéressant. C'est pour ça que je reçois beaucoup d'enfants. Parfois, les parents n'y croient pas qu'on puisse améliorer pour eux-mêmes, mais ils font dire, bah, tiens, on va s'ouvrir, on va voir une méthode atypique. Mon enfant pourra aller à des anniversaires, parce que voilà, c'est assez désociabilisant. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup de restaurants, je trouve, mentionnent Oui, si le tout à fait. plat est vegan, si le plat est sans gluten, ça se popularise, mais j'en suis très heureuse. Alors, le gluten, il y a une symbolique pour moi autour précisément du lien. Le gluten, c'est ce qui fait la glu, c'est ce qui Ah oui. colle. Les pâtes sans gluten, les produits sans gluten s'émiettent facilement. Donc souvent, enfin, on va dire que c'est l'intolérance ou la difficulté en matière de digestibilité la plus compliquée pour les hypersensibles. Je dirais même que maintenant, je fais une relation entre je digère mal le gluten et je suis hypersensible. Pour moi, il y a presque une équation. Hmm. Parce que le gluten, c'est quoi? Pour moi, il y a vraiment une quête de cet équilibre entre avoir une individualité et un lien euh, constructif, d'amour ou respectueux avec la société, parfois avec sa propre famille. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, c'est le lien en lui-même. C'est pour ça que cet exemple est très intéressant. Par ailleurs, il y a plusieurs sortes de gluten, hein. Les gluten, en fait, ce sont des protéines contenues, qui ne sont pas contenues dans les farines de blé, céréales, etc. Enfin, dans les céréales, toutes les céréales, donc même dans l'avoine, même dans l'orge, il y a du gluten. Il m'arrive de libérer, de désensibiliser, d'éliminer une intolérance au gluten de blé, et puis que sur l'orge, il faut faire une ou deux séances de plus parce que ça s'accroche là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la symbolique de cette céréale précisément euh, pour la Ouais. personne. Mais il y a surtout, surtout, surtout la question du lien entre moi et l'extérieur en général. C'est vraiment la question du lien. On peut devenir intolérant au gluten quand on se sent un peu harcelé et qu'on a 14 ans ou qu'on a 12 ans à l'école. C'est des choses que j'ai Hmm. testées. D'accord, oui. Euh, Ok. alors parfois, le harcèlement est réel. Parfois, c'est « Ah, je vois du harcèlement et j'ai peur que ça m'arrive. » Ou alors, je suis pas d'accord. Je me sens pas... Hmm. Voilà. Ça peut être une grande anxiété. Voilà, souvent, ça apparaît. Voilà. Ah Hmm. oui, quand j'étais petite, je digérais bien le gluten. C'est souvent dans la prise de conscience de ce que la société attendrait de nous et Hmm. avoir du stress. Voilà. Hmm. Et ça peut être aussi une personne très sensible qui se sent en décalage avec les valeurs de sa famille. Voilà, elle Hmm. aime sa famille, elle aime ses parents, il n'y a pas de souci. Les parents ne sont pas du tout maltraitants, ils sont bienveillants, mais voilà, c'est l'individu, en fait, est en quête de ses propres valeurs. Voilà, C'est très intéressant, ouais. voilà. Ouais. Ça peut être quelqu'un, paradoxalement, tu en parlais de la peur de l'argent, ça peut être quelqu'un qui est destiné à reprendre la boîte de papa. Ah oui. Ouais, voilà, le gluten, c'est cette quête de, on va dire, oui, d'individualité très forte et d'un lien qui va pas amalgamer, qui va pas être collant au sens, Hmm. voilà, c'est cet Hmm. équilibre entre la liberté et le lien. Voilà. Je te Ouais, remercie voilà, je cherche un peu mes mots, mais c'est vraiment voilà. passionnant. Ouais. Si je pouvais résumer, euh, voilà. Ouais. Je suis en quête où j'ai besoin de vivre à la fois la liberté et le lien. Voilà. Ce sont pas des personnes qui sont sauvages et qui seront heureuses de vivre dans une forme de marginalité. Sinon, elles seraient pas intolérantes au gluten. Je Il y a comprends. une envie d'être en lien avec cette société telle qu'elle est, Ouais. et un stress peut-être avec un modèle ou un moule Hmm. qu'elle va proposer. Voilà. Hmm. Comme des références qui
qui lui conviennent pas tout à fait et elle sait même pas pourquoi ni en quoi. Voilà, c'est son corps qui parle, du Oui, coup. c'est son corps Et qui en fait, parle, c'est ça. c'est les cellules, on va dire au niveau digestif, il va y avoir mystérieusement, enfin c'est la Ouais, magie du corps qui n'arrête pas de me fasciner, ce que ouais. certains psychologues appellent enfin, qui sont spécialisés dans les somatisations, sont très clairs là-dessus. Enfin, il y a le système immunitaire et le système digestif en fait, ce sont des véritables langages de notre psyché. Voilà, c'est peut-être notre premier cerveau, hein, maintenant on dit que c'est le deuxième. Et tout simplement de ne pas produire les enzymes suffisantes, etc. Enfin, le corps, il est intelligent. Il exprime quelque chose qui est pas forcément facile à mettre en conscience. Hmm. Parfois, la prise de conscience peut améliorer la digestibilité et on va dire que les outils de décodage, hein, je fais du décodage biologique à l'aide d'un biotest, la biorésonance, Hmm. l'activation de points d'acupuncture, du dialogue, ça suffit, voilà. Avec les bébés, ça marche très, très bien. En fait, on Hmm. revient à ce que disait Ouais. John Petit, que le bébé comprend, heu, voilà. Mais souvent, il rentre en résonance avec des choses qui sont dans sa famille, voilà. C'est souvent des personnes, c'est intéressant. Une fois que la guérison est établie, c'est intéressant pour elles de travailler avec un thérapeute, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, sur créer leur propre modèle original, singulier, où ils ne seront pas amalgamés, collés, hein, Hmm. comme la pâte à pain ou comme les pâtes, hein, heu, Hmm. où ils pourront être, le petit grain de sable qui quelque part sera la perle rare. Voilà, c'est souvent une métaphore que j'emploie. C'est plutôt de passer de corps étranger, comme le grain de sable et ce sable justement, bah, c'est c'est l'inverse du gluten, on va dire. Voilà, il y a pas de ça tient pas, il y a pas de ciment, on va dire, Ouais. même si après on s'en sert pour faire du ciment, bon ça c'est encore autre chose. Et l'idée, c'est de transformer ce grain de sable en perle. Voilà, Hmm. et Hmm. parce que une perle, à la base, c'est un grain de sable. Et voilà, ça existe dans la nature et vous, c'est votre cheminement. C'est Voilà. beau. Et Ouais. et donc de devenir une perle dans C'est cette ça. société. Donc du coup, bah, peut-être un petit travail sur le blé aussi, parce qu'on peut être Hmm. intolérant au gluten ou au blé ou les 2, mais c'est intéressant de travailler sur les 2. Et bah, oui, déjà la perle, il y a une question de valeur. Donc c'est une métaphore que Hmm. j'emploie assez facilement, Ouais, c'est une que je belle. partage avec les thérapeutes qui m'écoutent si ça leur parle. Ne pas hésiter à l'employer Et oui, si ça parce que leur parle. si on prend l'exemple de l'huître, hein, en français, on dit qu'on se ferme comme une huître, mais ça peut être un temps de maturation, un temps de recentrage, un temps où petit à petit on élabore, un peu comme la chenille aussi qui éclot en papillon, on élabore sa propre alchimie et on se prépare en fait à une éclosion. Voilà, et je dirais, moi, dans ma pratique, ce qui va être ma signature, c'est l'individualité, tout Oui, simplement. c'est ça, c'est Et ça. j'ai le droit d'être moi-même. Ouais. Et souvent, il y a le qui suis-je. Alors, Mm. et pour revenir à l'hypersensibilité dont j'étais moins consciente à l'origine, mais de ma pratique, mais on va dire vu que le vocabulaire et ce terme maintenant est devenu très populaire, et tant mieux, c'est lié à l'hypersensibilité, parce que l'hypersensible, en fait, ne peut, à mon sens, est là pour être faire rayonner son individualité de manière unique, singulière. Mm. Et en fait, il Oui. sent tellement tout ce il sent plus que d'autres, il a plus d'antennes, il peut être éponge. Il sent plus que l'individu lambda, heu, Mm. ce qu'autrui attend de lui. Ça peut être ses parents, ça peut être la maîtresse d'école, Ouais. ça peut être son patron, ça peut être la Mm. société, hein. Mm. Ça peut être aussi après d'un point de vue dans la relation avec la vie, ce que la vie attend de lui. Il y aura plus de sensibilité par rapport à ça et au contraire, encore plus de besoin, d'apporter sa touche à lui ou à elle, voilà. Et c'est pour ça que souvent même mon approche parle plus aux hypersensibles, ou elle leur convient particulièrement. Et c'est pour ça que ces hypersensibles reçoivent des soins qui sont excellents, hein.
avec d'autres méthodes et que ça tient pas parce que l'hypersensible, il y a cette question justement du sens, du lien et un travail en profondeur qui ne se fait pas en 1 ou 2 séances. Voilà, il peut y avoir une guérison, une amélioration dans le corps très Mm. rapidement qui tient longtemps, mais chez l'adulte, pas chez l'enfant. Chez l'enfant, ça peut venir encore très longtemps, mais chez l'adulte, il convient quand même d'approfondir, de prendre confiance dans son futur. On a nettoyé le Mm. passé, faudra aussi se focaliser Oui, sur un futur où l'individu, j'aime ce mot-là, l'individu a un lien sécurisant mm. et, euh, et je dirais et heureux, Et heureux, oui. souriant avec son environnement C'est ça. humain, économique, Ouais, ouais. professionnel, affectif, sentimental. Mm. Voilà. Moi, je peux te donner un exemple. J'ai une cliente d'ici là, une de mes premières clientes quand j'ai emménagé en Bretagne, parce que donc je travaille en Bretagne et à Paris, et donc le cabinet de Bretagne. Une acupunctrice était devenue très intolérante au gluten à tel point que elle, ça manifestait par un déclenchement d'un problème de thyroïde. On n'a pas tous l'intolérance au gluten se manifeste de manière différente selon les individus. Et elle avait vraiment fait le lien entre je mange du gluten et j'ai un syndrome d'Hashimoto qui repart. Elle avait entendu parler de moi, elle m'a mis acupunctrice. On a fait une séance et ça a marché. C'est assez incroyable. Après, du coup, elle m'a amené beaucoup de monde. Mais ça a marché pourquoi? C'est parce qu'elle a pris la décision euh, qu'elle ne s'autorisait pas jusqu'à présent. Enfin, ça faisait 10 ans qu'elle était dans un couple qui lui allait pas. Et elle a acté une séparation qui a été socialement Mm. et affectivement difficile. Mais c'est réglé. C'est réglé. Et Mm. là, maintenant, cette séance, c'était il y a 8 ou 9 ans. On Mm. en reparle encore. C'est devenu une amie entre-temps. Mm. C'est OK, quoi. C'est-à-dire que ça agit sur le corps, mais ça, voilà. Parce que je voudrais dire que le thérapeute ouvre des portes, mais il y a le patient ouvre ses portes aussi, et ça va consolider sa guérison. Oui. Et parfois, on est là pour accompagner, ou voilà. Puis il peut y avoir aussi une thérapie complémentaire après, hein, sur ces sujets-là. Mais cette femme, ça m'avait vraiment frappée. Et je remercie parce que c'est en accumulant ce genre de cas et puis de retours, hein, les retours que nous font mes clients. Moi, en tant que thérapeute, je continue à apprendre et à être émerveillée par le langage pertinent, précis Mm. de notre corps qui ne ment jamais, et Oui. finalement sa capacité à s'auto-réparer, euh, ok, énergétique, biorésonance, mais surtout la conscience et ensuite la décision. Et, et voilà. Mm. Oui, c'est ça. C'est retrouver finalement ce pouvoir intérieur, cette puissance intérieure, hein, de prendre sa place finalement, en tant qu'hypersensible, de prendre sa place. Oui, parce que c'est plus difficile pour l'hypersensible. Oui. Et, Mhm. et on va dire, pour résumer ma pratique aujourd'hui, puisque tout comme j'ouvre la conscience même des bébés, à ma façon, des patients que j'accompagne, la mienne s'ouvre et s'agrandit chaque jour. Et je dirais que tout simplement, je permets aux hypersensibles qui s'ignorent, comme ceux qui sont conscients de l'être, à plutôt faire parler leur vie euh, plutôt que de faire parler leur corps. Voilà. Mhm. Oui. Et en particulier l'intolérance alimentaire, mais pas que. Parce que du coup, il y a Mhm. beaucoup avant la crise du Covid, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser sur les questions de système immunitaire qui me fascinent autant que la digestion. Et ça fait partie des maladies dites de civilisation, où effectivement, pour revenir à des choses très actuelles et des enjeux très actuels pour beaucoup de thérapeutes, c'est la place d'un humain
tout simplement sensible, intuitif, je dirais hautement intelligent, créatif, qui transforme un problème en solution, de manière créative, Ouais. qu'il soit ingénieur ou autre, hein, il y a pas, ou un enfant, heu et cette place de l'intelligence artificielle, hein, c'est un sujet très actuel Mmh. et Ouais. pour moi, c'est, voilà, sans employer trop de gros mots, les fibromyalgies, qui voilà, et pour moi, c'est les femmes hypersensibles qui se sentent sur des rails et puis ça fait mal partout, et beaucoup, beaucoup de maladies, on va dire de notre temps, un peu mystérieuses, mais aussi beaucoup, beaucoup de perturbations du système immunitaire, pour moi, sont dues à, on va dire, à une forme de changement de civilisation où je pense que les thérapeutes, ont leur rôle à jouer et où l'hypersensible, en fait, a aussi son rôle à jouer dans la société en étant en bonne santé, en faisant rayonner, en revendiquant son humanité et du coup, Ouais. peut-être dans des cas extrêmement concrets, hein, ça peut être dans une Mmh. entreprise, Mmh. être en capacité d'apporter une solution que n'aura pas apporté l'intelligence artificielle dans son entreprise. Voilà, Mmh. et c'est pour ça que je dis aux gens, c'est pas égocentrique quand on est hypersensible de prendre soin de soi, c'est important d'être en bonne santé, mais de pas se ren plutôt que d'être stressé et de se rendre malade par l'évolution de la société, c'est d'être acteur, d'une vie où cette intelligence artificielle sera un outil et pas un maître. En gros, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est l'hypersensible, il faut qu'il devienne son propre maître, son propre C'est ça. individu et quelque part, par son exemple, je pense qu'il fait du bien à toute la société. Mmh. Ça, c'est ma conviction et c'est le sens que je mets à mon travail. Je Mmh. Voilà. Ouais, c'est super. Tu permets vraiment aux personnes de simplement devenir qui elles sont plus pleinement, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Et toi-même, en tant qu'hyper sensible, qu'est-ce que tu pourrais dire de ce cheminement personnel? Par quoi es-tu passé? Qu'est-ce que tu as employé comme, disons, comme chemin? Qu'est-ce que tu as emprunté plutôt comme chemin? Alors le chemin a été relativement long. Justement, Mhm. j'essaie de le rendre plus simple et plus court, aux personnes que j'accompagne. J'essaie d'apporter on va dire en 8 9 mois ce qui voilà, ce qui m'a fait cheminer peut-être depuis 30 ans. Ça a été long. Moi, j'étais une personne qui somatisait beaucoup. Mhm. On me disait que c'était assez péjoratif, parce que je pense que je pleurais facilement, avec le recul, je pense que je pleurais pas plus que d'autres, mais peut-être dans des moments ou des situations sociales où ça se faisait pas et j'arrivais pas à m'empêcher, mais j'avais surtout une santé, pas top, quoi. Voilà, donc asthme, eczéma, beaucoup de somatisation et j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma place. Je savais que j'aimais faire du bien autour de moi, genre, Mère Teresa, hein, genre, sauveuse. J'en suis sortie depuis et au moment où, bah, il faut choisir des études, pour moi, c'était inenvisageable, par exemple, de faire des études de commerce ou de ce que faisaient beaucoup de mes camarades ou la médecine m'attirait, mais j'avais peur que ça me mette dans un moule. Ça, par contre, j'étais très consciente de ça. J'avais la phobie qu'on me mette dans un moule. C'est assez Mhm. étrange, je ne sais pas pourquoi, heu et alors que la médecine ne fait pas forcément ça. C'est peut-être le côté, passer par des concours. J'avais cette intuition que je pouvais peut-être y laisser ma peau dans Mhm. vraiment, quand je pèse mes mots. Mhm. Du coup, j'ai fait des études, d'architecture qui m'ont on va dire quand même qui m'ont permis de m'ouvrir sur ma sensibilité, tout en sentant très clairement que c'était pas ma voie du tout. Je Il y a des choses qui me plaisaient, notamment, je me rappelle en art plastique, on nous parlait de sensibilité, on nous parlait de parcours, par exemple, de
c'est pas simplement le dessin d'une maison ou d'un bâtiment ou d'un jardin, c'est quand on l'a parcouru, heu, Mhm. les sensations, enfin, voilà. Sachant qu'on était en 1989-90 et c'était voilà, dans ce contexte-là, Mhm. voilà, c'était pas dans les livres, voilà, c'était dans ce genre de cursus, mais par contre professionnellement, ça me parlait pas du tout. Je me voyais pas, voilà, dire j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour ce métier. Il y avait une petite part de moi qui voulait faire du bien aux gens, faire du bien aux gens. Je me rappelle d'un professeur qui m'avait dit: «Mais pourquoi tu as pas fait des études de pharmacie?» Que j'étais même pas consciente. Voilà, il a fallu qu'il y ait ce miroir. Voilà, je sentais que j'étais malheureuse, je sentais que j'étais pas à ma place. On me disait souvent que j'avais l'air triste, mais voilà. Et Heu, pourtant, tu me disais que quand tu avais eu ton premier poste dans un cabinet d'urbanisme ou d'architecture, tu avais cette intuition des projets, ce que hein. je sentais, c'était plutôt les besoins C'est ça. des personnes qui commandaient les projets, voilà. Mais moi, je pensais que tout le monde était comme ça et je n'avais pas du tout conscience que c'était ça mon atout et que c'était ça aussi ma joie, voilà. Et j'en étais et donc merci Mhm. à lui s'il se reconnaît mais il y a un moment, alors surtout on va dire mon dernier travail comme urbaniste qui était passionnant, qui était enthousiasmant, hem, j'en étais devenue éponge. J'étais tellement Ah oui. Je m'identifiais tellement à ce que je ressentais et j'avais tellement peu finalement d'individualité. Faut m'excuser, il y a peut-être encore de l'émotion sur cette époque de ma vie. Hem Et puis au niveau du sens, c'était le début où enfin, le monde commençait à changer, il y a les procédures administratives devenaient de plus en plus lourdes avec des fonds structurels européens et cetera. Enfin, ça s'est même, accentué. Je trouve l'architecture aussi est devenue plus normative, bon à pa et vraiment je suis rentrée dans une très, très grande souffrance, malgré, voilà, malgré sur le papier un travail extrêmement intéressant et avec le recul, je dirais que j'avais le syndrome de l'hypersensible, qui est une éponge, qui n'est Mhm. qu'une éponge et qui ne sait même pas, qui il est, et même on va dire ses contours d'éponge, il les sent même pas. Mhm. Il 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 se dilue. Voilà, j'étais totalement, diluée. C'est ça. Et donc du coup, j'ai fait une pause. J'ai fait enfin, il y a eu l'opportunité de faire une pause, professionnelle, d'essayer de mettre en route un bébé comme on dit, de changer de ville aussi et je n'ai plus jamais la vie a fait que j'ai jamais repris ce travail-là. Mais en parallèle, je n'ai jamais cessé de travailler sur moi. En fait, dans la ville, où j'ai fait mes études et où j'ai commencé ma carrière d'urbaniste, à Bordeaux, je suis passée par, psychologue, excellent psychiatre aussi, excellent psychiatre qui ne m'a jamais donné de médicaments, qui en fait, qui m'a fait prendre conscience de séance en séance qui j'étais. Enfin, j'ai eu quand même beaucoup de chance sur mon parcours. Ensuite, quand j'ai travaillé en Bretagne, ce fameux grand poste, que j'évoquais, j'ai rencontré un ancien psychanalyste qui combinait la psychanalyse à une forme de kinésiologie et qui a complètement changé mon Mhm. regard sur moi-même Mhm. Mhm. et il m'a fait notamment, en une séance, en fait, il m'a parlé de quelque chose qu'il ressentait, d'un secret de famille, enfin, un beau secret en plus, hein, voilà, il sentait que mon grand-père avait été probablement en contact, ou présent on va dire dans les camps, d'extermination pendant la guerre et je ne le savais pas, mais du jour au lendemain, j'ai plus eu d'asthme. Ça a Mhm. complètement voilà, c'est Mhm. quelque part, c'est en mettant bout à bout, je veux dire que l'énergétique seule, m'aurait pas suffi, la psychanalyse seule m'aurait pas suffi. Mhm. C'est ça. La découverte aussi, enfin, quand j'ai déménagé, après c'était psychanalyse jungienne.
Euh, en fait, c'est tout ça mis bout à bout, on va dire, pour employer une métaphore, comme un diamant, il y avait de multiples facettes à polir, et ça a été un chemin, voilà. On va dire une bonne vingtaine d'années, on va dire, pour que le polissage soit équilibré, et puis que je puisse être thérapeute sans vouloir sauver mon prochain, sans rentrer dans des projections et des effets miroirs, et être dans une écoute structurante, créative et créatrice de guérison. Je pense que ça, voilà, il faut du chemin, mais je n'ai jamais pu revenir à mon métier antérieur. Mm. Mon corps me le rappelait. Il fallait que Mm. la vie a fait que, enfin, en fait, je ne voulais pas, peut-être ça que tu voulais me faire dire, je ne voulais pas, je n'avais pas de projet d'être thérapeute. C'est en fait l'accumulation de travail sur moi, de quand même de manière logique, structurée. À chaque fois, ça avait du sens. Au décès de mon père, par exemple, j'ai intensifié la thérapie. C'était en 2016. Vous voyez, tu vois, c'est encore récent, et quelque part, ça m'a beaucoup préparée. Je ne le savais pas à l'époque, à l'époque Covid, la question des deuils, etc. Enfin, on n'a jamais fini de travailler sur soi. Mais voilà, mais ça a été tout un cheminement. C'est parce que j'ai eu des prescripteurs, beaucoup de bouche à oreille, des personnes qui étaient Oui, gênées de ne pas me payer parce que je guérissais. oui, au moment où ta fille était en phase d'amélioration et de guérison, les Oui, gens en fait, ont envoyé c'est une des... pharmacie qui Oui, m'a. Et c'est ça. puis, Mm. un ou deux parents d'élèves aussi de la maternelle où elle était. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'ai commencé par les enfants, quelque part. Mm. Et même des très jeunes bébés. Voilà. Mm. Il y avait un petit côté un peu sauveur au début, c'était je vais éviter à tel bébé ou à telle maman la galère que j'ai eue pendant 3 ou 4 ans. Voilà. Parce Parce que, ouais. qu'effectivement, voilà, effectivement, cette petite fille était, ta fille était donc une hypersensible. Tu es passé par tout cet apprentissage de comment je gère au quotidien l'hypersensibilité de mon enfant. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement aux parents des enfants hypersensibles? Bonne question. Euh, déjà, moi, je dirais d'écouter leur instinct, Ouais. ce que je n'ai pas fait tout de suite, et peut-être perdu un peu de temps. Parce que je pense que les parents sont doués quand même pour ressentir, c'est un petit peu même animal, ressentir les besoins de leur enfant. Mais le conseil, je dirais, c'est d'abord d'accepter leur propre hypersensibilité. Mm. J'ai compris tardivement que les symptômes de ma fille étaient probablement amplifiés euh, par le fait que j'occultais ma propre sensibilité. Mm. Là, quand j'ai dit que j'ai repris vers 2016 aussi avec intensité des séances de thérapie, c'est parce que je pense qu'il y avait le côté sauveur. Voilà, tu vois, j'ai pas pu sauver le père, j'ai pas pu sauver la sœur, et donc du coup, bah, voilà, c'est aussi faire ce métier pour ne pas sauver les gens. Et chez tout papa et toute maman, d'un enfant qui a tel et tel symptôme, probablement lié à l'hypersensibilité. Alors souvent, bah, chez l'enfant, ça va être digestif, hein. C'est la nourriture qui lui vient de l'extérieur, qui Ouais. rentre dans une résonance négative avec son intérieur à lui. Et il y a au moins un des deux parents qui est hypersensible. Mm. Oui, c'est Au ça. moins, au minimum, et qui vit mal, ou pas, enfin voilà, ou qui vit mal ou qui l'a pas digéré, sans jeu de mots. Parfois, c'est le mot qui me vient spontanément. Je dis, Madame, Monsieur, avez-vous digéré votre propre hypersensibilité? Et l'humour existe. Ne nous- L'hypersensible a besoin de toute façon de joie, d'humour, Oui. voilà.
ce que j'ai, voilà, c'est prendre soin de soi, s'accepter comme on est, parce que nous transmettons non pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Donc, C'est ça. un parent qui ne vit pas sa vie, qui souffre, ou qui même s'est fabriqué ce qu'on appelle un faux self, tu sais, Oui. euh, pour survivre. Bah, l'enfant peut être un symptôme de ça. Et j'ajouterais une remarque complémentaire, ne pas culpabiliser. Voilà. C'est pas parce que je conseille de prendre soin de soi en tant que parent que vous n'êtes coupable de rien. C'est, voilà, vous avez un enfant ultra hypersensible, vous n'aurez pas eu un enfant hypersensible, vous n'aurez pas tel ou tel symptôme. Et puis ensuite, ce que je dirais, c'est que tout en prenant soin de soi en tant que parent, aujourd'hui, il y a des thérapies courtes, notamment celles que je propose, mais il y en a d'autres de plus en plus voilà, on peut travailler sur le corps de l'enfant. Moi, souvent avec les enfants, je suis sur 2 séances. Euh, et, et puis, systématiquement, j'emploie des métaphores, je parle d'animaux totems, je, Mm. je parle, enfin, voilà, je me mets à sa portée et bien souvent, ça leur parle. Mm. Et voilà, mais c'est vrai que plutôt c'est pris en compte, c'est accompagné de manière douce, pas trop mentale. Mm. L'enfant hypersensible, au bout de quelques séances, avec un très bon psychologue, hein, euh, je remets pas en cause, au contraire, il faut voir des psychologues. Mais les hypersensibles, au bout de quelques séances, euh, les enfants, en tout cas moi je l'ai observé, hein, dès l'âge de 3-4 ans, hein, peuvent formuler des phrases, des mots, avoir un comportement qui correspond à ce que le psy attend. Mm. Oui, c'est ça. Inconsciemment, parce que tellement l'enfant hypersensible Se se conforme comporte. à l'attente. Voilà, exactement. Mm. Et Ouais. merci de m'aider à le formuler. J'ai du mal à le formuler, parce que c'est certainement un sujet sensible pour moi. Et parfois, les parents ne sont pas conscients que ça peut aller jusque-là. Mm. Mm. Et puis, du coup, tourner en boucle et même voir accentuer des formes de névrose. Mais parce qu'en fait, ça correspond tellement au modèle du psy. Mm. L'enfant veut répondre à l'attente, Mm. C'est ça. hypersensible, alors à 10 000 parce qu'ici, comme il correspond pas au moule, machin, bah, il prend voilà, le moule qui convient, qui va rassurer. Mm. Et ça, c'est très, très fréquent, c'est un sujet un peu délicat. Euh, je dirais de voir un psy, mais si on sent que l'enfant tourne en rond ou que les symptômes s'aggravent, le psy est certainement très, très bon, mais en tant qu'hypersensible, il faut passer par des méthodes qui vont court-circuiter, on va dire, les capacités télépathiques et le mental même C'est ça. de l'enfant, et au contraire les utiliser comme ressources. C'est ça. Mm. Et en fait, effectivement, par des tests, par le langage corporel, enfin, ce que j'appelle langage corporel, c'est l'observation, hein, des Mm. gestes, comment se meut l'enfant, en faisant des petites constellations avec des Playmobil, des animaux totems, etc. Mm. En 1 ou 2 séances, oui, on vient pour de l'eczéma ou manque de sommeil ou mal au ventre, ou maintenant officiellement des intolérances, puisque c'est un peu plus testé et dépisté quand même. Euh, Ça ira un petit peu plus vite. Voilà. Moi, je pense que ça va être l'évolution de toute façon des thérapies. Il y a de plus en plus d'enfants hypersensibles. Mm. Comment t'expliques ça, qu'il y ait plus d'enfants hypersensibles? Humblement, je ne sais pas. Mais voilà, je prétends pas avoir réponse à tout. Mais là, en fait, justement, en ayant cette réponse, j'essaie d'incarner mon hypersensibilité, à savoir, je suis hypersensible, c'est une force, mais je suis pas toute puissante et je renonce à tout savoir et tout connaître. Oui. Qui peut-être ça me rendait malade. Mais donc, du coup, je vais te répondre de mon point de vue personnel, qui n'est qu'une hypothèse, c'est que il y a une accélération de l'évolution de notre société, de notre civilisation. Et puis, il y a Mm. une intelligence collective, il y a une intelligence des cellules. Certains physiciens quantiques en parlent. J'aime beaucoup les travaux de Rupert Sheldrake, qui parlent des champs morphiques,
C'est-à-dire quand tu modifies un cristal à un bout de la Terre, le cristal de la même nature à l'autre bout de la Terre est modifié aussi. Mm. Ces expériences sont assez célèbres sur la résolution de mots croisés, ou j'aime bien donner des exemples concrets pour montrer, ok, je suis hypersensible, je suis un peu perché, mais j'ai un peu des pieds sur terre. En gros, moi, c'est ça l'enjeu, c'est faire le lien entre ce qui se passe dans la matière et des phénomènes sur lesquels on met le mot quantique vaguement, c'est-à-dire oui, matière et corpuscule. Et par exemple, Rupert Sheldrake a fait des expériences sur son campus à Cambridge, mais aussi à New York. En fait, il a doublé les expériences sur le fait que il y a des groupes qui résolvent beaucoup plus vite les mots croisés 2 jours ou 3 jours après qu'ils soient sortis, alors que les personnes qui les résolvent dès qu'ils sont sortis dans le journal, ils mettent beaucoup plus de temps parce qu'en fait, le groupe qui s'y penche plus tard se branche sur ce qu'on appelle le champ morphique. Alors, ce que dans le New Age, on appelle les égrégores, bon, ce qu'en psychanalyse jungienne, on appelle l'inconscient collectif. Et en fait, il y a une intelligence. Alors, le mot inconscient collectif me plaît moins parce que j'aurais presque envie de dire une conscience collective sur Ouais. laquelle on ne peut pas mettre de mots. Hein, je pense que ça te parle Mm. aussi. Et Mm. je pense que c'est le futur des thérapies. C'est quand on parle d'animal totem ou d'une ressource à un enfant qui se sent sécurisé dans une cour d'école, on fait appel à ça. On fait une connexion à ce Mm. là. Donc, pour revenir à ta question, pourquoi plus d'hypersensibles, mon hypothèse, c'est qu'il y a une intelligence Mm. collective de l'humanité Mhm. qui a un sérieux besoin d'évolution et de mettre, on va dire, de l'intelligence sensible de l'humanité dans un Du monde de sens plus en aussi. plus connecté, Mhm. Mhm. connecté artificiellement. Ça peut être ta montre, ton portable, Mm. Mm. ChatGPT, etc. Mm. Mm. Et, et on a besoin. Alors, voilà, je suis pas contre tout ça, mais j'ai pas un discours réfractaire, hein, c'est ça que je voulais dire. Mais peut-être qu'il y a plus d'hypersensibles pour apporter un équilibre. De toute façon, je sais pas si je l'ai pas exprimé consciemment, mais on va dire que mon, je suis voilà une thérapeute de l'équilibre. C'est-à-dire, on garde les pieds sur terre, mais on fait du lien, on se connecte, on rêve, on apprend qui on est. Et Mm. c'est pas, c'est peut-être plus d'équilibre entre une société hyper connectée artificiellement et une humanité connectée à elle-même, à ses besoins, mais aussi à ce qui fait sens pour elle. Mm. Les cycles de la vie, les cycles des saisons, Mm. un métier qui a du sens, un métier qui correspond aux dons qu'on a plutôt qu'à nos points faibles. Ouais. Euh, voilà le sens que j'y mets. Voilà. Mm. Et je pense que c'est pas un hasard s'il y a autant de découvertes scientifiques qui nous font basculer vers une autre philosophie de vie. Euh, Mm. voilà. Mm. Et je résiste pas à la tentation de te poser la question de l'intolérance aux produits laitiers, qui est aussi une grande mode. Hein, voilà, et aux produits en particulier de vaches, on récrit beaucoup les, les consommations de lait, en particulier de vaches plutôt que chèvres ou brebis. Est-ce que pour toi, il y a une lecture que tu aimerais partager sur ça, sur ce sujet? Alors, la première chose, c'est que l'hypersensible, dont on a parlé tout à l'heure avec le principe de résonance, ressent dans ses cellules toutes les informations du produit. Donc, le lait produit par une vache qui a été séparée de son veau, qui est dans un box en béton, euh, Mhm. ce qu'on appelle hors sol. Hors sol, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas dans des prés, ils sont dans des bâtiments bétonnés. Enfin, il y a même des normes européennes c'est souvent dans ce qu'on appelle l'agriculture intégrée. En fait, un agriculteur est lié par une banque, des distributeurs, et ensuite, voilà, son lait. Bah, l'hypersensible, il ressent ça dans le lait. Le lait, donc ce que j'ai vu concrètement, alors je l'ai vu avec ma fille, justement, le lait de la ferme du coin, frais, où il y avait 2 vaches dans une étable, et on prend le vélo, on va chercher le lait, on le boit ensuite au goûter ou le matin. Ce lait était digéré par ma fille. Mhm. Par contre, je me suis Mhm. ruinée en lait
enfin, en temps et en argent, parce qu'il y a aucun lait de vache ne passait. Mais celui-là, Mmh. est passé. Du coup, je suis passée pour une folle auprès de ma famille, mais je les comprends. C'est parce qu'en fait, c'était, heu, voilà, c'est une génération, bah, il y avait le lait et puis après la guerre, Mendes France, le lait dans les écoles et c'est bon pour la santé et il y avait peut-être pas voilà et grâce à ça, grâce à cette observation, déjà j'ai compris qu'il y avait des laits de vache, voilà. Mmh. Ça, Et là c'est aussi, chacun sur ses mmh. expériences et le lait, d'une vache heureuse va être plus facilement digéré par un hypersensible qu'une vache, Mmh. voilà, il faut savoir qu'une vache ne fait du lait que si elle a des veaux, voilà. Donc un enfant hypersensible qui a des problèmes aussi de séparation, de lien et cetera et que ce lait, il est Mmh. issu d'une séparation industrielle, heu, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous n'avons pas besoin de lait tout le long de notre vie. Nos ancêtres, ne buvaient très peu de lait de vache. Voilà. C'était saisonnier, c'était quand il y avait des veaux et la Mmh. plupart du lait était transformé, et donc du coup prédigéré, Mmh. par des bah, en particulier les crus, hein. Un comté, de lait de vache au lait cru bio, quelqu'un qui se croit intolérant au lait de vache, il peut faire une petite expérience et peut-être le tolérer. Voilà. Ça, c'est pour les questions, on va dire, strictement physiologiques. Je pense qu'il y a un excès de quand nous avons fini notre croissance, Mmh. nous n'avons plus besoin de lait. C'est la fonction première du lait de la vache, c'est de faire grossir son veau. Donc, donc cette mode dont tu parles, c'est aussi que le lait, est en train d'être la consommation de lait à l'âge adulte, en tout cas après la croissance, est remis en cause dans beaucoup de maladies où justement, où il y a des croissances. Hem, voilà, sans faire d'avis médical, hem, voilà, certaines beaucoup de maladies de notre temps, bah, sont améliorées. Voilà, bah, c'est le fameux régime sénialé, hein, ouais. Mmh. Après, autre chose, quelqu'un qui, voudrait digérer un peu mieux les produits laitiers, qui sont, voilà, qui sont très, très présents, il en a envie, heu, évidemment, c'est symbolique pour moi. Il y a un lien. Ça, pour moi, c'est vibratoire. C'est cette espèce d'industrialisation du monde vivant, dont j'ai parlé de la vache, et cetera et la personne, en fait, rentre en résonance négative et n'est pas d'accord avec ça. C'est souvent une personne qui a besoin de se reconnecter à sa propre nature Mmh. parce que, quelque chose de pur et de blanc, comme le lait, Mmh. serait dénaturisé, par, excuse-moi, le sujet me touche. Beaucoup d'émotions en tant Tant qu'hypersensible, mieux, tant mais mieux. je suis petite fille d'agriculteur, donc puis je vois la souffrance des agriculteurs autour de moi, en Bretagne. Et les vaches sont extrêmement sensibles, hein. Alors à la par exemple, l'état d'esprit, ça m'est arrivé d'accompagner même, j'ai fait des soins à un troupeau de vaches. En fait, Mmh. j'ai expliqué à l'exploitant qu'en fait, lui, il avait besoin aussi de soins parce qu'il ressentait ses émotions. Voilà, très, très belle expérience. Alors imagine les informations qu'il y a dans le lait qui est bu, qui est mis dans ces boîtes-là, Tetra Pak, normalisées, parce que ça rentre bien dans c'est le format parfait pour nos frigos, ou je crois que c'est l'inverse. Je crois que le format des portes de frigo ont été normalisés et c'est une norme mondiale à cause Des Tetra de Pak. la norme, oui, oui, oui. Ça j'avais pris ça j'ai pris une petite option de design pendant mes études d'archi et j'ai appris ça. Voilà. Pas le hasard que j'ai appris ça et quelque part c'est une allergie à ces normes-là, enfin à cette hyper normalisation et puis je Mmh. perds ma nature, je perds ma blancheur, il y a une quête de retour à sa virginité au sens, métaphysique du terme, hein, et je pense qu'il y a peut-être derrière cette symbolique, Ouais. chez les chrétiens, vierge, retrouver au sens de pollution ou de parasite, en termes de croyances, enfin, c'est retrouver notre nature.
Voilà, retourner et ne pas la salir, ne pas l'utiliser, ne Mmh. pas l'industrialiser à l'excès et de pas se retrouver dans des boîtes, dans des Oui, frigos. Et donc pour tolérer ça, c'est: «OK, je vis dans ce monde-là». C'est ma philosophie, c'est trouver cet équilibre. On peut pas vivre dans des cavernes. Je suis invitée chez les amis, je vais au restaurant, mais j'ai pas envie d'avoir mal au ventre. Je vis dans ce monde-là, mais moi, je m'autorise à vivre ma vraie nature, à faire mes choix de consommation. Mais quand, de temps en temps, je suis pas responsable de mes choix de consommation en mangeant à la cantine de mon entreprise ou en étant invitée chez des amis, j'ai les enzymes pour, digérer. Voilà. La question du lait, je m'en excuse, c'est un petit peu long parce qu'il y a des questions strictement physiologiques, hein, dont j'ai parlé. Donc pas de besoin physiologique après la croissance. Il y a aussi une question d'acidité que j'ai pas évoquée. L'hypersensible a tendance à être plus acide. Enfin, toi qui es naturopathe, tu le sais, tu l'expliquerais bien mieux que moi. Et le lait, par nature, est acide, hein. Il a un pH acide. mmh. Et l'hypersensible doit réduire, doit alcaliniser de toute façon sa, sa nourriture. Et Mmh. puis pour ce qui est plus de mon expertise et de ma spécialité, c'est, je veux retrouver ma vraie nature. Mmh. Je voilà et stop à l'industrialisation du vivant. Voilà, Mmh. Ouais, excuse-moi, merci. j'étais un petit peu longue sur ce sujet, excuse-moi. Non, mais c'était vraiment passionnant, Caroline. Merci beaucoup. C'est un éclairage très précieux qui change de ce qu'on entend d'habitude. D'ailleurs, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui change de ce qu'on entend d'habitude. Et c'était vraiment extrêmement intéressant. Ça nous ouvre plein de pistes d'exploration, de compréhension, de thérapie aussi. Voilà, j'étais vraiment ravie de cet échange, de cette richesse que tu as partagée avec nous ce matin. Et ce sera avec grand plaisir de te retrouver peut-être sur un autre sujet. En tout cas, merci encore.